aussi. Je vois qu'il y a encore des gens qui nous rejoignent. Bienvenue à tous. Merci d'être présents. Peut-être pour permettre à d'autres personnes de se connecter, on va rapidement se présenter. J'en profite simplement pour dire que si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, vous pouvez les poser via le chat et nous y répondrons à la fin. Nous allons prendre un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, juste pour rappel, le format, on est sur un format court, une demi-heure avec 20 minutes de présentation sur le sujet et ensuite un temps de questions-réponses. Alors, nous allons commencer déjà à nous présenter. Peut-être, Jérôme, je te laisse la parole pour te présenter. Je sais également que tu es auteur d'un livre, donc je te laisserai peut-être en parler un petit peu. Donc, Jérôme Carfantan, comme tu viens de le dire, je suis auteur d'un livre qui s'appelle Devenir une entreprise agile. Alors, je suis, pour préciser, plutôt co-auteur de ce livre. Je l'ai écrit avec un ancien collègue avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Florent Loton, qui est connu pour être l'auteur aussi d'un blog qui s'appelle l'agiliste.fr. Alors, quand on a écrit ce livre avec Florent, l'intention, c'était avant tout d'acculturer sur l'agilité, parce qu'on entend beaucoup d'injonctions autour de l'agilité. Soyez plus agile, faites preuve d'agilité. Mais derrière cette notion, on y met souvent beaucoup de choses. Donc l'idée, c'était vraiment de remettre les choses à plat et à la destination principalement des décideurs, de leur donner quelque chose de très synthétique pour les acculturer sur cette thématique. Et sinon aussi, chez SOAT, je suis coach agile et également formateur sur la dimension agile qui nous intéresse aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, à mon tour, moi, je suis Aurélie Cholot, directrice des partenariats chez All Set For. Ma mission chez All Set For, c'est de gérer cette communauté d'experts. Quand on appelle expert, c'est un organisme de formation, c'est un expert, un consultant, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir dispenser une formation, nous accompagner pour répondre à un besoin d'un de nos clients. Aujourd'hui, je suis là pour accompagner cette communauté et aussi la développer pour pouvoir toujours proposer des nouveautés à nos clients sur la partie formation. Donc, nous allons ensuite voir le déroulé de ce webinaire. On va commencer par une présentation de nos entités respectives, All Set For et SOAT. Ensuite, Jérôme nous fera une introduction sur qu'est-ce que l'agilité pour une entreprise. Ensuite, nous allons voir les valeurs et les principes, puis l'agilité et l'intelligence collective. Ensuite, Jérôme, tu nous diras pourquoi l'agilité devient incontournable aujourd'hui, quel est l'impact, quel impact peut avoir sur la fonction RH. Et ensuite, on passera, comme j'ai dit tout à l'heure, à la partie questions-réponses. Donc, je le rappelle, si vous avez, et pour ceux qui viennent de se connecter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire. Nous y reviendrons à la fin. Alors, je vais commencer par présenter rapidement notre structure. Donc, All Set For est une plateforme collaborative dédiée à l'achat de la formation professionnelle et à la recherche d'experts. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de faciliter le pilotage des directions RH et de leur faire gagner du temps, puisqu'on les accompagne de la naissance du besoin, du recueil du besoin, jusqu'à la facturation. Donc aujourd'hui, All Set For propose un accompagnement sur mesure, un service client accessible et aussi une prise en charge totale de la gestion de la formation, donc de la création du besoin à la facturation, via toute l'administration de la formation, les demandes de prise en charge, tout l'accompagnement vraiment sur mesure de la formation. Je vais laisser la main à Jérôme pour présenter SOAT. Alors SOAT, on est une société de conseil en IT et en agilité et aussi également surtout même organisme de formation autour de différentes thématiques IT et surtout également agilité. Donc moi ici je suis aujourd'hui là pour représenter une communauté de quarantaine d'agilistes, on va appeler ça comme ça, qui vont être composés de Scrum Master, de Product Owner, également de coach agile. Moi-même je suis coach agile comme je le disais tout à l'heure. Et chez SOAT, on est une dizaine de coachs agiles à accompagner nos clients sur cette thématique-là. Voilà. Du coup, j'enchaîne, on rentre dans le vif du sujet. On ne va pas parler trop longtemps de nous. C'est parti. Alors, l'agilité pour une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour parler de ce sujet, je suis parti tout simplement d'une définition qui a été donnée il y a maintenant plus de 20 ans, même 30 ans, je dirais, en 91. On a, à l'issue d'un rapport consacré à la stratégie des entreprises, on a une première définition qui apparaît, qui est l'agilité et la caractéristique qui permet à une organisation de prospérer dans un environnement
de changement constant et imprévisible. Alors, quand on voit cette définition, on se dit, bah, peut-être qu'aujourd'hui, cette agilité qui était décrite à l'époque, elle prend tout son sens parce qu'on est dans des environnements qui sont aujourd'hui en constant mouvement, en constant, voilà, il y a beaucoup d'imprévisibilité. On va parler de monde VUCA, vous avez sûrement entendu parler de ça, cet acronyme. Voilà, on parle de complexité en particulier. Et cette définition a d'ailleurs été reprise dernièrement dans un livre, le livre que vous avez ici en référence, qui s'appelle The Age of Agile de Stephen Denning en 2018. Donc elle est encore d'actualité, elle prend aujourd'hui tout son sens, cette définition. Alors, moi, je me suis inspiré de cette définition pour vous partager ma définition finalement de l'agilité telle que je la conçois, telle que je la pratique même au quotidien. L'agilité, finalement, c'est la capacité d'une organisation à constamment et rapidement apprendre de nouvelles choses, tout en étant aussi capable de remettre en question d'anciens apprentissages. Voilà. Donc, quand on parle de compétences, de caractéristiques, de capacités pour une organisation, là, on est sur le domaine de compétences, finalement. L'organisation doit acquérir de nouvelles compétences pour être agile. Alors, la première définition date de 91. On a aussi un autre événement aussi en 2001, des experts plutôt du monde de l'IT, du développement informatique, se sont réunis pour rédiger ce qu'on appelle un manifeste agile. Et en fait, ce manifeste a émergé de ces experts qui ont eux-mêmes expérimenté de nouvelles façons de travailler. On va parler d'approche itérative et incrémentale, on va parler de culture du feedback. Donc ce sont vraiment des façons de travailler différentes qui ont émergé de gens qui travaillent au quotidien sur du développement logiciel, mais vraiment sur de l'expertise de gens qui travaillent au quotidien, qui sont opérationnels au quotidien. Et du coup, dans ce manifeste, on va retrouver des notions, vous voyez ici sur ce slide, comme la satisfaction client. C'est vraiment la clé, c'est avant tout une organisation doit tout faire pour satisfaire son client. Une bonne façon de le faire, c'est de faire en sorte d'avoir des équipes qui soient motivées, auto-organisées, avec une forte autonomie, être dans une dynamique d'adaptation permanente, avec de l'amélioration continue, pour apporter de la valeur ajoutée aux clients de l'entreprise. Voilà, donc toutes ces notions-là, elles se retrouvent sur un manifeste agile qu'on retrouve assez facilement sur Internet, qui ne tient pas plus sur une page, qui ne fait pas plus de page A4. C'est une page A4 avec 4 valeurs et 12 principes. Donc ce manifeste, finalement, a donné, je dirais, de matière et de concret à l'agilité qui avait déjà été définie au préalable dans le rapport dont je parlais tout à l'heure. Et si je rentre un peu plus dans le concret, finalement, je te laisse. Ah, je suis pas sur le bon. Si je rentre un peu plus dans le concret, finalement, en fait, mon activité, avant tout, elle va être beaucoup sur faire en sorte que les équipes fassent preuve d'intelligence collective. Alors, attention avec l'intelligence collective, de ne pas tomber dans la dictature de l'intelligence collective et toujours de se dire on va forcément mettre des gens à travailler ensemble et l'intelligence collective va faire son job. Ça nécessite un petit peu je dirais, de discipline et de rigueur pour faire émerger de l'auto-organisation avec de l'intelligence collective. Et parfois, l'intelligence collective n'est pas forcément la solution à tout. Mais on observe aujourd'hui que cette dimension intelligence collective est très très peu exploitée et sous-exploitée, je pense, dans les organisations. Et pour faire preuve d'intelligence collective, il y a des compétences clés, comme par exemple faire preuve d'esprit critique, faire preuve d'exemplarité, ça doit parler aux managers d'aujourd'hui, être exemplaire vis-à-vis de ses collaborateurs, faire confiance. Quand je dis confiance, c'est faire confiance par défaut et puis valider cette confiance de façon itérative, je dirais, en ayant du feedback en permanence, faire preuve d'écoute, de curiosité, donc curiosité pour vouloir apprendre. Je parlais tout à l'heure dans ma définition, l'organisation doit être en constant mouvement et doit apprendre de nouvelles choses en permanence. Si on n'a pas de curiosité dans l'organisation, on n'est pas en capacité d'apprendre. Si on ne fait pas preuve d'esprit critique, on ne peut pas remettre en question nos anciens apprentissages. Donc, toutes ces compétences d'altruisme, de partage, d'humilité, elles sont vraiment clés. Et là, on est sur du soft skill. C'est vraiment clé pour réussir à bénéficier finalement de ce levier d'intelligence collective qui est aujourd'hui, encore une fois, sous-exploité en entreprise. Donc, mon activité en tant que coach agile est beaucoup de travailler sur l'intelligence collective des équipes. Alors,
Voilà, une fois qu'on a défini rapidement, encore une fois, ce que pouvait être l'agilité aujourd'hui pour une entreprise, et on entend beaucoup parler d'agilité un peu partout. Comme je disais tout à l'heure, souvent on invoque l'agilité, on dit soyez agile, faites preuve d'agilité, mais on ne sait pas trop forcément ce qu'il y a derrière. J'ai essayé de le définir là. Euh, et, euh, mais voilà, est-ce que ça reste un buzzword ou est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond? Alors, moi, mon avis sur la question est assez clair, hein. C'est pour moi un vrai mouvement de fond, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Et pourquoi, du coup, pourquoi est-ce que ce mouvement, enfin l'agilité, est incontournable aujourd'hui? Bah, il y a juste à regarder un peu les dirigeants, je dirais un peu visionnaires d'aujourd'hui. Je pense en particulier à un dirigeant d'AXA qui a récemment pris les fonctions de DG chez AXA et qui disait, alors il disait ça hier, c'est-à-dire que c'était en 2016, il le disait que nos concurrents de demain, donc d'aujourd'hui maintenant, je dirais presque, sont Amazon, Google et Facebook. Donc AXA, c'est une entreprise historique, je dirais avec un mode de fonctionnement traditionnel, qui se fait bousculer aujourd'hui par des nouveaux acteurs, voilà, qui vous avez sûrement entendu parler des GAFA. Et aujourd'hui, tous les secteurs sont concernés. Si vous prenez l'automobile, on voit de plus en plus dans la rue des Tesla qui circulent et ça bouscule une industrie qui n'avait pas l'habitude d'être bousculée jusqu'à présent. Voilà, on change les codes avec des nouvelles des nouvelles technologies, des nouvelles façons de penser. Euh, on va entendre parler de big data, d'intelligence artificielle aussi, qui bouscule un peu les nouvelles façons de travailler aujourd'hui. Et le client dans tout ça, parce que je parlais tout à l'heure de satisfaction client, quand on parle d'agilité dans la définition, bah, le client, pour le coup, il est au centre. Le client, si on veut le satisfaire, bah, faut le mettre au cœur de nos processus. C'est lui finalement le nouveau boss parce qu'à tout moment, en tant que client, on est tous clients de quelque chose. À tout moment, on peut accéder à tous les contenus. On a tous dans notre poche un équivalent d'un iPhone qui nous permet voilà, d'accéder à tout moment, à toutes les informations. Après, il faut savoir faire le tri, il faut savoir faire preuve d'esprit critique, effectivement. Mais on peut, quel que soit l'endroit où on se trouve, on accède à tout. Et, euh, et si par malheur, j'ai envie de dire, les services ou les produits qu'on offre à nos clients ne les satisfont pas, ils sont en capacité très rapidement de le dire et de le crier sur tous les toits. Donc pour peu que cet individu client ait un peu de notoriété et un peu d'influence, il peut très très vite démonter la, la, démonter vraiment la réputation finalement d'une organisation. Ça peut vraiment être très, très douloureux. Par contre, il faut voir ça plutôt comme une opportunité d'avoir du feedback en permanence de ses clients. Parce que, encore une fois, l'organisation, son seul but, c'est de satisfaire son client. Donc, s'il a du feedback en permanence de son client, il va pouvoir alimenter et améliorer ses processus, améliorer ses produits, améliorer ses services pour être en mesure de satisfaire ses clients. Il faut vraiment voir ça comme une vraie opportunité. Et l'agilité peut vous aider parce que justement, l'agilité met au centre de l'organisation les préoccupations du client. On cherche à travailler avec le client pour essayer de comprendre son besoin, avec des approches comme le design thinking peut-être, avec le lean startup également. Et régulièrement, on va chercher à avoir du feedback. Alors pas que du feedback au travers des réseaux sociaux, mais vraiment à être avec les clients, au plus proche des clients, pour qu'ils nous donnent un vrai feedback qualitatif sur nos services et nos produits. Donc c'est pour ça, à mon sens, aujourd'hui, l'agilité avec le contexte actuel, on parlait tout à l'heure de contexte en mouvement, ben voilà, on est dans ce contexte en mouvement aujourd'hui, on est dans la complexité, et l'agilité aujourd'hui est, je dirais, la meilleure réponse que peut apporter dans un contexte complexe. On va voir l'impact RH. Donc là, effectivement, on va rentrer dans le cœur du sujet qui vous intéresse. J'ai mis un peu de temps pour l'introduire, mais je pense que c'était important de parler de tout ça avant. Alors, forcément, les RH sont souvent nos points d'entrée pour tout ce qui est, nous, en tant qu'experts sur l'agilité, sur tout ce qui est formation, sensibilisation ou séminaire d'acculturation. Donc, souvent, on est en contact avec les RH pour acculturer l'ensemble d'une entreprise. Donc, ça peut passer, alors, on a des exemples, hein, chez SOAT, on a un fort partenariat, par exemple, avec l'université du groupe Crédit Agricole, l'IFCAM, où on a travaillé avec eux et on travaille encore avec eux
pour acculturer l'ensemble de leurs managers et l'ensemble même du groupe. Donc, on a même travaillé sur des petites vidéos d'acculturation avec eux. Donc ça peut passer par ce dispositif de vidéo, ça peut passer par des ateliers. On fait aussi également beaucoup d'ateliers de sensibilisation avec eux, sensibiliser à l'agilité l'ensemble de leurs collaborateurs, et des formations plus traditionnelles. Un autre impact, ça va être aussi du coup, l'évolution des compétences, en particulier, vous avez sûrement entendu parler de la posture du manager qui est impactée par l'agilité. On va chercher à avoir plutôt des managers qui soient des managers coach. Et là-dessus, on peut les accompagner, soit sur du coaching individuel. On a des compétences de coaching professionnel chez SOAT pour accompagner. Donc, on accompagne nos clients pour aider les managers en particulier à lâcher prise finalement, parce que quand on parle d'auto-organisation, forcément, un manager qui a l'habitude de contrôler au détail près l'activité de son collaborateur, il va devoir lâcher prise pour que justement on puisse voir émerger l'intelligence collective avec un peu d'auto-organisation. Et quelle est la durée moyenne de ce type de formation? Ça dépend vraiment Alors, du profil. C'est vraiment très varié. C'est-à-dire qu'on peut avoir des formations de type boîte à outils. On va entendre parler par exemple de management 3.0 qui vont durer 2 jours. Et c'est des formations, je dirais, j'ai pas envie de dire traditionnelles, mais où voilà, c'est 2 jours, on voit les participants et puis après on les renvoie chez eux, j'ai envie de dire. Quand je dis c'est traditionnel, c'est sur cet aspect-là. Après, c'est vrai qu'on manipule des outils qui sont loin d'être traditionnels. On va travailler sur les motivations intrinsèques, sur la délégation des tâches, sur des sujets qui intéressent le manager, et on va les aborder d'une façon un peu différente pour justement aider le manager à lâcher prise. Donc ça, c'est une modalité. Une autre modalité qui fonctionne bien, qui est peut-être un peu plus délicat à mettre en place parfois par nos clients, c'est d'avoir un parcours. Comme je dis, c'est délicat, c'est qu'il faut constituer des équipes, les suivre sur le long terme. Ça peut être sur 6 mois. On va les voir 1 à 2 fois par mois avec différentes modalités. Des modalités où on va arriver pour déjà constituer une équipe, brainstormer sur qui on est en tant qu'équipe, travailler sur des thématiques, sur le lâcher prise, sur le sens qu'on veut donner à notre activité de manager. Et puis faire du co-développement aussi régulièrement entre managers pour voir ce qui a été testé sur le terrain et puis apprendre de l'expérience des autres. Donc ça marche plutôt pas mal. Et c'est souvent un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais parce que ça nécessite un investissement sur le long terme avec des personnes investies. Mais voilà, c'est des choses qu'on fait et qu'on propose chez ça. Aussi, un autre impact qu'on a identifié, c'est vous allez forcément peut-être entendu du rôle de product owner, du rôle de scrum master. C'est des nouveaux rôles qui arrivent aujourd'hui sur le marché finalement, enfin qui ne sont pas si nouveaux que ça pour moi, mais c'est vrai que peut-être que pour vous c'est nouveau. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on met derrière ce poste? Est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est un rôle? Est-ce qu'on doit écrire une nouvelle fiche de poste? Est-ce que ça remplace des rôles déjà existants? Ça bouscule un peu les habitudes. Et donc on peut accompagner aussi nos clients côté RH pour les aider à définir finalement ces rôles-là. Un autre impact plutôt sur l'évolution de carrière, le recrutement. Je parlais tout à l'heure de compétences soft skills. Donc, effectivement, il faut travailler sur ces compétences-là. C'est une petite certaine formation ou du coaching personnel. On cherche à avoir des compétences coopératives, comme je disais tout à l'heure. Il faut que les gens travaillent en intelligence collective. Et sur la dimension recrutement, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'interviewais un manager que j'ai moi-même accompagné. J'avais accompagné son équipe pour aider son équipe à être plus agile. Et en l'interviewant, je lui demandais quel impact il avait mesuré vis-à-vis de cette dimension RH. Et il m'a dit que au niveau recrutement, il avait eu un petit souci, entre guillemets, où lui, il validait les profils qu'il prenait dans son équipe. Et en validant les profils, il s'est rendu compte que c'était des profils qui n'étaient pas validés côté RH. Parce que lui, justement, ce qu'il recherchait chez ces profils, c'était des soft skills de type esprit critique, bienveillance, mais exigeant également. Et surtout sur l'esprit critique, parce que justement, dans les organisations, telles que l'organisation que j'accompagnais, ils n'avaient pas l'habitude de ce type de profil. Parce que c'est des profils à problème, voilà, identifiés par les RH comme des profils à problème. Et nous, dans les équipes, c'est des profils qu'on recherche. Questionner en permanence pour se remettre en question. Si on ne se questionne pas, du coup, on va se faire doubler par son concurrent. Donc, voilà,
on bouscule vraiment les processus de recrutement en allant chercher des profils peut-être qu'on n'allait pas chercher avant. On peut aussi rendre agile les processus RH, parce qu'en soi, les RH ont aussi des processus, encore une fois, le recrutement, les entretiens annuels, le suivi des collaborateurs. Alors ça, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que chez SOAT, on essaie d'être des cordonniers plutôt bien chaussés. On a aussi des RH chez SOAT et elles font appel à nos services régulièrement pour les aider à visualiser leur activité, à les aider à bien se synchroniser au quotidien, les aider aussi à lancer une dynamique d'amélioration continue pour s'améliorer tout simplement et pour être voilà, dans cette dimension agile du processus RH. Et un dernier sujet que j'ai mis, c'est la qualité de vie au travail. Alors, vous allez peut-être entendre parler de bonheur au travail. Moi, je n'aime pas trop parler de bonheur au travail parce que c'est pas au travail, c'est pas notre employeur qui doit être, je dirais, qui doit nous rendre heureux finalement. Le bonheur, ça va bien plus loin que ça. Mais tout ce qu'il y a autour. Voilà. Alors l'idée, c'est pas de mettre des baby-foot partout. D'avoir des belles creative rooms comme c'est pas l'idée non aujourd'hui. plus. ça peut contribuer, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt de chercher l'accomplissement personnel de chaque collaborateur. Et l'agilité le permet dans la mesure où finalement on redonne du sens à l'activité de chacun en remettant le client au centre. Donc il a un contact régulier avec le client, ça donne du sens à son activité, à chaque collaborateur. On va aussi lui offrir un cadre qui va lui permettre d'avoir suffisamment d'autonomie. On parlait d'auto-organisation tout à l'heure, mais chacun, du coup, a un cadre qui lui permet de s'exprimer avec une forte autonomie. On va aussi lui permettre d'exprimer ses talents. On va lui faire confiance, comme je disais tout à l'heure, pour exprimer ses talents. Et voilà, on va aussi être dans un environnement qui va favoriser l'apprentissage, pour s'améliorer, pour être meilleur, pour gagner en maîtrise. Et donc tout ça, forcément, va dans le sens de l'accomplissement personnel, va dans le sens de la motivation. Et ce que j'observe chez mes clients, c'est qu'il y a un vrai enthousiasme de travailler dans ce mode-là. Si c'est bien suivi, je dirais, s'il y a une bonne compréhension de ce que c'est. Il y a une vraie émulation collective dans les équipes que je peux accompagner. Et quand on obtient ce type de résultats, ça fait vraiment plaisir et généralement on lance une sorte de cercle vertueux. Donc c'est vraiment intéressant sur cette dimension. Et peut-être pour conclure sur l'impact RH, si on... Et après, on passera peut-être aux questions. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y avait déjà certaines questions qui étaient posées. N'hésitez pas, il y a la partie chat en bas et on va, juste après la conclusion, passer aux questions. Pour conclure finalement sur cet aspect impact RH, si on résume, entre guillemets, la mission des RH dans les entreprises aujourd'hui, les RH se focalisent principalement sur le recrutement, la fidélisation des collaborateurs, en faisant en sorte de mettre l'accent sur la montée en compétences des collaborateurs. Et éventuellement aussi, ils vont travailler sur la dimension RSE. Mais on se rend compte que finalement, vis-à-vis de cette mission, les RH n'ont pas nécessairement tous les leviers d'action pour réussir à fidéliser, pour réussir à bien recruter. Donc les RH aujourd'hui, dans notre contexte actuel, donc, finalement, une des solutions, ce serait peut-être de casser les silos, de faire en sorte que les RH se rapprochent des services avec lesquels elles doivent travailler, peut-être les services marketing pour travailler sur la marque employeur, peut-être avec les services de vente des services et produits, des services plutôt de commerciaux pour essayer de voir ce qui alimente les motivations de chacun pour fidéliser, peut-être travailler avec, je sais pas, peut-être les achats aussi pour savoir quel est le matériel qui va faire en sorte que le collaborateur soit dans un environnement propice à son accomplissement. Donc peut-être sortir de les RH de son, je dirais, peut-être qu'ils le font déjà, mais je veux dire peut-être aller un cran plus loin dans casser les silos et se rapprocher des opérationnels pour réussir finalement à relever cette mission qui est pas une mission impossible bien entendu, mais qui est une mission vraiment difficile à relever. D'accord, très bien. Merci beaucoup Jérôme en tout cas pour toutes ces informations. On va passer à la partie des questions-réponses. N'hésitez pas, on va commencer à répondre aux premières questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Alors, la première question de Caroline, c'est comment savoir si mon entreprise est agile? Alors, il y a plusieurs façons de le savoir. Moi, j'ai envie de dire, peut-être la plus évidente pour moi, c'est souvent trouver des matrices, des modèles qui vous parlent des modèles de maturité. Je ne vais pas rentrer trop dans ce détail-là, on n'a pas forcément le temps, mais moi, je pense que dans une entreprise, peut-être être à l'écoute des signaux faibles. Je parlais tout à l'heure d'exemplarité. Si on voit un manager qui reste dans son bureau et qui ne va pas sur le terrain pour essayer de comprendre les problématiques du collaborateur et que ce manager ne montre pas l'exemple, j'ai envie de dire qu'il y a du chemin à faire pour aller vers une entreprise agile. C'est peut-être voilà, être à l'écoute de ce type de signaux faibles et identifier si effectivement le chemin est plus ou moins long à parcourir pour être plus agile. Après, effectivement, il existe des modèles de maturité. Une autre question? Oui, alors il y a une question de Clément. L'agilité est-elle compatible avec une vision stratégique long terme? Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une idée reçue. On parle d'agilité, ça bouge beaucoup, on a du feedback en permanence, donc du coup, on a une vision court terme. Eh bien non, en fait, l'idée, c'est au long terme, on va justement chercher à avoir une vision, une cible à atteindre, suffisamment éloignée pour aligner tout le monde pour motiver tout le monde finalement sur quelque chose d'inspirant. On va chercher à avoir une vision inspirante et chaque action quotidienne sur laquelle on va avoir du feedback, on aura toujours cette vision en tête pour s'assurer que chaque priorisation qu'on va faire sera en ligne avec la vision stratégique et inspirante de l'organisation. C'est loin d'être incompatible, au contraire, c'est totalement compatible. D'accord. On a une autre question alors de Séverine. L'agilité des RH est synonyme de plus d'écoute de leurs besoins vis-à-vis des collaborateurs. Les RH sont-ils outillés pour répondre notamment à leurs besoins de formation individuelle? Alors, on parle des besoins des collaborateurs, j'imagine. Alors, les RH, oui. Les RH, effectivement, ça va dépendre vraiment des organisations, hein, mais je parlais tout à l'heure du Crédit Agricole, de l'Institut de formation du Crédit Agricole qui fait partie du groupe Crédit Agricole, où effectivement, ils ont carrément une université qui leur est dédiée, avec tous les outils nécessaires, des salles presque aussi belles que les nôtres, qui permettent d'avoir des environnements propices à l'apprentissage et tout un catalogue de formation. Notre catalogue de formation, par exemple, au Crédit Agricole, est référencé chez eux pour pouvoir les aider à apprendre sur ces thématiques-là. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question, mais Alors, on a une autre question. Toutes les organisations. Bon. Merci. Merci. Alors, on a une autre question de Clément. Toutes les organisations sont-elles outillées pour adopter une stratégie agile ou est-ce exclusif à certains secteurs? Il n'y a pas d'exclusivité. Alors, est-ce que toutes les entreprises sont outillées? En fait, il y a une vraie dimension culturelle. Il y a un gap, pour certaines entreprises, il peut y avoir un gap culturel. Si toutes les dimensions d'intelligence collective dont j'ai parlé tout à l'heure sont pas du tout au rendez-vous et qu'il y a un vrai gap pour les intégrer au sein de la culture de l'organisation, effectivement, ça va être compliqué. Ça vous est déjà arrivé? Ça peut arriver, effectivement, travailler dans une grande banque d'investissement et les banques d'investissement, elles sont dans une culture de la compétition à outrance. C'est un peu le chacun pour soi, même beaucoup le chacun pour soi. Hein. On est face à des traders qui sont son concurrent et son voisin. Quand on parle d'intelligence collective dans ce milieu-là, ça coince un peu, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, hein, parce qu'il y a des banques d'investissement qui arrivent à être plus agiles, mais ça peut piquer, ça peut coincer. D'accord. Donc, ce n'est pas exclusif à certains secteurs. Voilà, pour répondre à la question. Mais ouais, c'est ça. Mais d'un secteur à l'autre, on va avoir moins de difficultés. D'accord. Bon. Je vois qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. Si toutefois il n'y a pas d'autres questions, merci déjà à tous pour votre attention, questions.
Merci à vous, Jérôme, Merci. pour cette intervention. Une dernière chose à partager, c'est toute l'actualité de la formation que vous pourrez retrouver sur le blog All Set For. Également, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'offre de SOAT sur leur site internet. Vous avez le lien directement sur cette slide. Oui, et on organise également une matinale formation le 16 octobre chez SOAT. On est dans le 13e. Donc, on n'a pas encore les éléments à vous partager pour vous inscrire, mais si vous êtes un peu à l'écoute de ce que produit SOAT, vous verrez cette invitation passer. Très bien. Merci. Nous avons une dernière question. Alors, on va y répondre avant de vous souhaiter une bonne journée. La communication interne facilite-t-elle la diffusion de l'agilité? Alors, communication interne, effectivement, la dimension communication est importante, mais elle ne doit pas être, à mon sens, limitée à un service de communication ou un service marketing. Il faut que chacun fasse preuve de communication. C'est une dimension effectivement importante d'être sur des compétences communicantes. Une des difficultés qu'on peut rencontrer, par exemple, quand on est, alors moi qui interviens parfois dans des contextes IT, avec des développeurs, les développeurs parfois sont des personnes qui peuvent être un peu introverties, qui peuvent avoir du mal à communiquer eux-mêmes. Et donc, du coup, on va essayer de les pousser justement à se développer sur cet aspect-là pour que chaque opérationnel finalement soit en capacité de communiquer. Alors, communiquer sur son activité au quotidien, mais aussi communiquer sur les bienfaits de l'agilité. Donc, dès lors qu'il y a un projet qui fonctionne bien, l'agilité a montré tous ses bénéfices, on va leur demander de faire un retour d'expérience et de montrer à leurs collègues ce qui a bien fonctionné. Donc la communication, oui, mais pas limitée juste à un service de communication. Bon, je vois que tu est en train d'écrire peut-être une dernière question. Elle arrive. On a une dernière question qui arrive, en tout cas. Merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire All Set For en partenariat avec SOAT. Merci à vous, Jérôme. J'attends la question de Priscilla. En attendant, je vous souhaite à tous une agréable journée. Peut-être à bientôt pour un autre événement ce type-là ou sur la thématique de l'agilité. Merci à tous et bonne journée, à bientôt.